Bonsoir à toutes et à tous. L'industrie aéronautique joue un rôle important pour le développement pérenne de l'Afrique. Et les gouvernements de tout le continent tirent parti de la capacité de l'industrie à faire bouger les lignes économiques. À Lomé, les fournisseurs des services de navigation aérienne de l'Afrique se sont donné un rendez-vous pour repenser le secteur. Plusieurs sujets sont donc à l'ordre de cette rencontre qui va du 28 mars au 1er avril. Mais qu'attend-on de ce secteur, qu'attend-on de ces assises pour un secteur qui se relève des épreuves de Covid-19? Nous en parlons tout de suite sur ce plateau avec les experts ici présents. Juste à ma gauche, nous avons le colonel Dokissim Nyamalata. Il est le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile au Togo. Bonsoir mon colonel. Oui, bonsoir. Merci d'être là ce soir pour cette émission spéciale. Je vous en prie. Alors juste à ma droite, nous avons M. Prosper Zominto. Il est le directeur régional de l'OACI Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. M. Minto, bonsoir. Bonsoir monsieur. Et bienvenue au Togo. Merci. À l'extrême droite, nous avons M. Moussa Mohamed. Il est le directeur général de l'ASECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Bonsoir M. Mohamed. Bonsoir. Bienvenue au Togo. Merci. Alors, vous êtes à Lomé pour une rencontre de 5 jours qui débute déjà demain, 28 mars, et qui va prendre fin le 1er avril. Vous allez parler du secteur de l'aviation, vous allez parler des services avec les fournisseurs, les services avec les fournisseurs, mais d'entrée de jeu, moi j'ai envie de savoir, avec monsieur le directeur régional de l'OACI, comment se porte aujourd'hui le secteur de l'aviation en Afrique. Merci beaucoup pour cette question. Elle a plusieurs dimensions, mais je vais rester dans le contexte de la réunion que nous allons tenir, qui concerne les fournisseurs des services de navigation aérienne. L'avion a besoin d'être assisté pour qu'on puisse voler d'un point à un autre, d'un aéroport à un autre. Et cette navigation est appuyée par la fourniture d'un certain nombre de services qui s'appuient sur une infrastructure, des installations techniques. Au terme de la Convention de Chicago, qui est relative à l'aviation civile internationale, les États, dans son article 28, les États s'engagent à fournir ces services de navigation aérienne. Et ces services de navigation aérienne dans notre zone sont de manière proéminente assurés par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, c'est-à-dire la SECNA, qui est un modèle dans ce domaine puisque c'est la première organisation où il y a une gestion coopérative de l'espace aérien, c'est-à-dire que 18 États se sont mis ensemble et ont pris l'option d'avoir un outil commun pour rendre ces services pour lesquels ils se sont engagés vis-à-vis de la communauté internationale. Et comment l'industrie se porte dans ce domaine, nous parlons aujourd'hui, juste après 2 ans que cette pandémie s'est déclarée, la pandémie de la Covid-19. Ces services, je ne vais pas parler à la place de mon frère et collègue, le directeur général de la SECNA, mais les services, la continuité des services était une obligation parce qu'il fallait assurer la chaîne d'approvisionnement. Il y a des dispositions spécifiques qui ont été prises pour assurer cette chaîne d'approvisionnement, y compris les échantillons de laboratoire, y compris les services d'urgence, ainsi de suite. Mais en même temps, le trafic aérien a diminué. Dans une très grande mesure, on tournait dans les cas les plus optimistes, à 20% du trafic aérien. Donc ça s'est traduit par une réduction du niveau des redevances que les usagers de l'espace aérien, les exploitants d'aéronefs payent et qui permettent le fonctionnement
et le financement des investissements des installations. Donc, il y a un coût qui a été pris par toute l'industrie, par tous les secteurs d'économie, mais y compris ce domaine. Donc nous sommes dans une logique de relance, de reprise, et en même temps, nous voulons que ça se fasse d'une manière coordonnée dans un cadre de coopération spécifique. Oui. Je rappelle que la dernière réunion sur le sujet remonte à 2017, si j'ai une bonne mémoire. On va revenir à vous, Monsieur Mohamed. Faut les profanes, hein, en termes plus clairs. Qu'est-ce qu'on dira quand on parle de fournisseurs de services de navigation aérienne en Afrique? C'est quoi ces services que vous rendez? Bien, je vous remercie. D'abord, je tiens à remercier les autorités togolaises d'avoir permis cette réunion. C'est une réunion de reprise, comme vous le savez. Et donc, je tenais, au nom de l'ensemble des États membres de la SECNA, à remercier les autorités togolaises, et en premier chef, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir accepté d'abriter en présentiel, dans le contexte que vous connaissez, tous les fournisseurs de services de navigation aérienne en Afrique. Normalement, en rapport avec l'OACI et l'Agence nationale d'aviation civile du Togo, c'est l'ensemble des fournisseurs de services de navigation aérienne africains, ça veut dire les 55 États que nous avons invités à cette réunion. Et donc, évidemment, sans le soutien et le support des autorités supérieures de ces pays, il aurait été difficile d'imaginer une telle situation. Maintenant, revenons à la fourniture de services de navigation aérienne. C'est, je dirais... Vous êtes au centre, hein, entre... Je suis absolument ça. Le service de navigation aérienne, c'est le moins visible, je dirais, des activités aéronautiques. Parce que vous voyez l'avion, tout le monde voit l'avion. Il fallait des industries pour construire l'avion. L'aéroport, tout le monde connaît l'aéroport, parce que c'est l'infrastructure, c'est le point d'entrée et de sortie d'un territoire, c'est une frontière. Mais il y a différentes formes d'opérateurs qui travaillent également dans l'industrie aéronautique. Mais le métier de fournisseur de services de navigation aérienne est très difficile à déceler à l'intérieur d'un pays. Vous voyez, tout le monde voyage, mais personne ne sait que tout cela est rendu possible grâce à un certain nombre d'éléments, dont le premier et le plus emblématique reste la tour de contrôle. On sait qu'il y a une tour de contrôle sur tous les aéroports, et c'est là qu'il y a des hommes et des femmes qui assurent justement ce que vous appelez la sécurité de la navigation aérienne. Et donc, indépendamment de ces hommes et de ces femmes, qui sont le cœur de l'activité et qui sont invisibles au quotidien, voyez-vous, se trouve aussi toute une infrastructure technique, n'est-ce pas, des équipements de différentes fonctionnalités qui permettent à l'avion, comme l'a si bien dit le directeur régional de l'OACI, d'aller d'un point à un autre sans avoir le risque de se tromper. Donc, dans ce qu'on appelle dans notre jargon à SECNA, c'est la route du ciel. Donc le métier, le premier métier d'un fournisseur de services de navigation aérienne, c'est justement de tracer les routes et de mettre les équipements appropriés aux endroits appropriés pour qu'un avion, à tout moment, dispose de l'information nécessaire à son parcours. Et c'est d'où l'idée de la sécurité, justement, parce que c'est la partie complexe de l'aviation. Un avion qui part d'un point à un autre, il peut faire 10 000 km. Vous imaginez que c'est impossible s'il n'est pas guidé par des moyens sûrs et sécurisés. Il y a de trop grands risques. Et donc, les fournisseurs de services de navigation aérienne que la SECNA assure depuis 1959 pour quand même 16 millions de kilomètres carrés de l'Afrique, ça fait à peu près 48% de l'espace africain, c'est fait grâce à des hommes et à ces moyens techniques que nous avons réussi à mettre en place. Alors pourquoi cette rencontre de Lomé aujourd'hui? Alors la rencontre de Lomé est un souffle.
est un souffle dans notre volonté de reprise, de redonner du courage, comme l'a si bien dit le directeur régional tout à l'heure. Nous venons quand même de traverser 2 années complexes. Avec la Covid, nous sommes l'un des rares métiers, comme les armées, à être obligés de rendre le service. C'est impossible, il n'y a aucune interruption possible. Il faut que les équipements fonctionnent pour guider les avions. Il faut que les hommes et les femmes soient dans leur poste de travail H24, puisque c'est un métier dans lequel on travaille 24 heures sur 24. Donc vous imaginez ce que cela représente comme potentiel de risque au moment surtout du début de la Covid. C'était un défi peut-être pratiquement que beaucoup de gens n'imaginaient pas qu'on serait capable de relever. Mais grâce à une excellente coordination de l'ensemble des acteurs, donc les transporteurs aériens, les régulateurs en particulier que j'ai autour de moi aujourd'hui, nous avons quand même trouvé les ressources qui ont permis de continuer à assurer dans les meilleures conditions possibles cette activité. Et dans le cas de la SECNA, bien entendu, nous avons été capables d'assurer cela parce que lorsque cette situation est arrivée, nous avons eu le soutien de l'ensemble de nos autorités, c'est-à-dire les États qui nous ont délégué la gestion de leur espace aérien, ont fait bloc autour de nous pour nous soutenir dans la traversée du désert. C'est une véritable traversée du désert. Vous imaginez quelqu'un qui perd 80% de ses revenus. Au mois d'avril 2019, nous avons perdu 83% de nos revenus. Et nous ne pouvons pas ne pas travailler. Nous ne pouvons pas aussi laisser nos employés exposés au risque de maladie. Il fallait les protéger. Et tout cela a été possible grâce justement à la mobilisation des autorités, des plus hautes autorités, des 18 États membres, qui m'ont apporté le soutien nécessaire à continuer à faire fonctionner la SECNA et le métier de sécurité de navigation aérienne dans le contexte que vous connaissez. Donc aujourd'hui, j'ai commencé par dire que c'est un souffle. C'est un souffle dans lequel nous espérons que cette rencontre va redonner le moral à tous les fournisseurs de services de navigation aérienne. Nous allons faire la preuve de notre résilience face à cette difficulté. Nous allons partager nos expériences à travers les 55 États africains, en tout cas ceux qui seront là. Nous allons partager ces contextes que nous avons pu traverser. Nous avons réussi à assurer la sécurité pendant tout ce temps. Et donc le partage de cette expérience permet certainement de consolider davantage et de rassurer davantage l'industrie aéronautique que les fournisseurs de services aériens, malgré ce contexte difficile, est toujours en capacité d'assurer la mission régalienne. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'assurer la sécurité de la navigation aérienne, c'est une mission régalienne. Oui, et parlant justement de cette mission, quel sera donc le rôle de chaque pays, les pays participants à cette rencontre? Quelles sont leurs contributions pour que le secteur puisse vraiment bien se relever, mon colonel? Oui, vous savez, tout à l'heure, il y a le directeur régional de l'OACI qui a parlé de la sécurité. C'est-à-dire que tous les États membres de l'OACI doivent prendre des mesures pour respecter les normes et pratiques édictées par l'OACI. Voilà. Donc, cette réunion des fournisseurs de services intéresse de très près les directeurs généraux d'aviation civile. Parce que ce qui va se décider, nous devons suivre l'implémentation. N'oublions pas notre rôle régalien qui est la supervision de la sécurité aérienne. Donc, la SECNA, nous supervisons la SECNA. Donc, au respect des normes de sûreté et de sécurité. Et je peux vous dire que ce n'est pas parce que j'ai le directeur régional en face de moi. Tout le monde sait. On a fêté les 50 ans de la SECNA, les 60 ans de la SECNA. 60 ans. Oui, mais c'est rare. Regardez toutes les organisations qui sont nées dans le même temps que la SECNA ont disparu tout une à une. Et c'est le lieu de saluer vraiment la vision du directeur régional et de l'OACI et surtout du DG de la SECNA. Parce que nous sommes tout le temps travaillé en synergie pour lutter contre cette pandémie. Heureusement, au jour d'aujourd'hui, nous commençons à voir le bout du tunnel.
Au jour d'aujourd'hui, la pandémie est en train de descendre et les activités s'annoncent, sont en train de reprendre. Je pourrais donner l'exemple du Togo qui a déjà en novembre 2021, nous avons retrouvé déjà à peu près le niveau de 2019, alors que l'IATA disait qu'on aura le niveau de 2019 en 2023. Voilà. Merci. Les prévisions ont été déjouées, on va dire. Non, pas. Dans notre cas, on espère que c'est une éclaircie qui va durer. Voilà. Et chasser, en fait, cette pandémie et les effets sur l'industrie. Quand le directeur général de la SECNA parlait de souffle, c'est ce souffle qu'on veut, en me répétant, insuffler au niveau de l'Afrique. Ça s'accompagne d'un certain nombre de projets, c'est-à-dire qu'on voit au-delà de la relance qu'on espère qui commence dans le cas du Togo. Le directeur général de l'aviation civile vient de mentionner une année d'avance sur les prévisions. C'est-à-dire que nous avons déjà plus ou moins dans ce cas rattrapé le niveau qu'on avait il y a 2 ans. Ce qui fait espérer, nous sommes ici, c'est une première dans la communauté aéronautique, qu'on se retrouve en présentiel en se touchant, sinon on était des aides virtuelles pendant un certain temps. Et on a l'évolution de la technologie à rattraper, on a la reprise et la relance, et on a la résilience. Comme il a dit, la SECNA en est une preuve, parce que nous voulons apprendre de ce que nous avons vécu pour bâtir un système plus solide, en étant conscient que seule la coopération, c'est l'un des aspects qui m'ont fait dire que la SECNA était un modèle, on ne peut pas de manière isolée évoluer. Soutenir l'industrie aéronautique qui est aussi un poumon pour les économies nationales. Alors, qu'est-ce que l'on attend de ces assises de Lomé, les attentes? On attend dans toujours l'esprit du souffle. On veut donner un regain, un plus grand engagement des fournisseurs de services aériens à travailler ensemble. Nous avons parlé tout à l'heure du marché unique du transport aérien en Afrique. Les services de navigation aérienne, MUTA en abrégé, les services de navigation aérienne ont une part importante dans la consolidation de l'infrastructure qui doit répondre aux normes, mais aussi dans l'optique de la réduction des coûts dont vous avez parlé, parce que ça soutient la connectivité qu'on veut mettre en place et la mutualisation des moyens, le cas du marché unique, autant d'éléments qui vont concourir à la réduction des coûts. Donc c'est cette dynamique dans un cadre de coopération qu'on est en train de mettre en place. Vous avez mentionné la 4e réunion que nous avons eue en mai 2017 qui nous a permis de définir déjà un cadre codifié, normalisé, et au sortir de cette réunion, il y avait une feuille de route. Donc nous espérons qu'à la fin de cette réunion, nous aurons également une feuille de route avec des projets concrets, des domaines concrets de coopération prioritaire. Nous avons déjà des propositions de la SECNA, d'autres acteurs ont des propositions. Donc nous imaginons que vendredi, nous aurons une meilleure visibilité de cette feuille de route qui va nous permettre donc de prendre en charge les différentes questions identifiées qui seront discutées au cours des débats. Oui, avant de rendre disponible cette nouvelle feuille de route, est-ce qu'on ne peut pas revenir un peu sur cette réunion de 2017 pour voir un peu l'état des lieux de la mise en œuvre des recommandations issues de la 4e réunion? Aujourd'hui, quelle est justement la situation, M. Mohamed? Alors, la réunion de 2017, c'est une réunion qui regroupait justement les fournisseurs de services de navigation aérienne, mais c'est dans le cadre de contrôle mutuel qu'ils peuvent faire, ce qu'on appelle la revue par les pairs. C'était une bonne option. Revue par les pairs. Absolument, la revue par les pairs. C'est-à-dire que donc, c'est le fait que de fournisseur à fournisseur, nous rendons visite, nous
nous assurons que chacun de nous assure sa mission dans les conditions optimales telles que régies par les textes édictés par l'OACI, et avec nous la difficulté supplémentaire en tenant compte aussi des textes particuliers spécifiques à chacun des États. Mais dans la pratique, est-ce qu'on a eu gain de cause dans la pratique? Ah oui, cette réunion a été très importante. Il y a eu des exemples importants de contrôle, et il y a un des domaines dans lesquels cette réunion a permis de percer, c'est la prise en compte de l'environnement. Les services à rendre dans les meilleures conditions pour faire des économies de carbone, mais également les échanges et ces différentes inspections mutuelles ont permis de mettre le doigt sur des difficultés de l'avion. Comment faciliter à l'avion son chemin? Comment lui faire gagner du temps? Comment lui faire gagner du carburant? Vous voyez? Et dans tous ces échanges entre nous, ce partage d'expérience que nous avons eu à Freetown, c'était ça, eh bien ça a permis de poursuivre cette relation absolument nécessaire de coopération et de la mutualisation des meilleures idées et des meilleures pratiques en matière de sécurité de navigation aérienne. Alors par contre, la réunion que nous avons aujourd'hui aura un aspect beaucoup plus large. Ça, c'est une ouverture pour d'abord parler du retour, je dirais, à la normale, retrouver son souffle après toutes les difficultés traversées au cours de ces années. Mais au-delà de cela, c'est aussi l'occasion qu'il y aura ici à Lomé de jeter les bases, d'aller plus loin dans la coopération en matière de sécurité de navigation aérienne. Aller plus loin, cela signifie que partant de nos expériences, de nos différentes expériences, des différents moyens techniques ou technologiques que nous avons pu développer les uns et les autres, nous allons partager cela et essayer de nous projeter pour trouver et proposer les meilleures conditions de sécurité de navigation aérienne dans le futur. Dans le futur immédiat. C'est en cela que l'expérience de la SECNA, comme l'a évoqué le directeur régional de l'OACI, est une expérience absolument essentielle que le monde entier suit. Voyez-vous, pourquoi le monde suit? Parce que la SECNA, d'abord, son objectif en matière de sécurité de navigation aérienne, c'est d'abord briser le complexe. Il faut qu'en Afrique, nous soyons capables d'assurer la sécurité de la navigation aérienne comme n'importe quel continent. Nous avons les hommes et les femmes qu'il nous avons les écoles qu'il faut. Donc nous sommes capables aujourd'hui de mettre les avions dans les meilleures, et leurs passagers bien sûr, dans les meilleures conditions de sécurité de navigation aérienne. Cet objectif-là, c'est là que nous allons échanger nos expériences. Qu'est-ce que s'est fait en Afrique du Sud pendant toutes ces années? Qu'est-ce qui s'est fait au Nigeria, par exemple? Et qu'est-ce que la SECNA a pu faire? Vous voyez? Et cet échange d'expérience que nous aurons... C'est vraiment un objectif atteignable dans un court délai, on peut dire. En tout cas, il y a des enjeux majeurs. Et ce sont des enjeux que l'Afrique ne peut pas éviter. Voyez-vous, si dans le passé nous avons été capables d'implanter des installations sur l'ensemble des parcours des avions pour tracer des routes sûres, aujourd'hui de nouvelles possibilités technologiques sont en train de s'offrir au monde aéronautique, notamment c'est l'utilisation de technologies spatiales. Nous allons essayer de partager nos expériences en matière d'abord de technologies anciennes, mais également les perspectives. Il faut qu'on projette la SECNA, et pas seulement la SECNA, il faut qu'on projette la capacité de fourniture des services de navigation aérienne en Afrique, que ce soit dans les meilleures conditions technologiques, comme cela se passe dans les pays les plus pointus, comme en Amérique, comme en Europe et comme dans un certain nombre de pays très développés en matière aéronautique. Et la SECNA, comme l'a rappelé le directeur régional, effectivement s'est lancé, je dirais, à la poursuite de ceux qui avaient pris de l'avance sur nous en matière de sécurité. C'est ainsi que vous avez vu ces dernières années pratiquement un certain nombre de grands pays africains ont réussi à maîtriser et à utiliser les technologies de guidage radar.
c'était quelque chose que l'Afrique ne savait pas faire. Vous voyez, aujourd'hui, la SECNA, dans les 18 capitales des États membres, nous avons un radar qui fonctionne pour assurer le guidage. Pareil, depuis 2020, malgré la Covid, la SECNA a réussi pour la première fois à utiliser les technologies spatiales. Donc nous utilisons le réseau de 66 stations satellites américaines pour pouvoir surveiller et voir concrètement les avions dans l'espace de 16 millions de kilomètres carrés. C'est pratiquement quelque chose d'inimaginable en Afrique. Mais on l'a fait. D'ailleurs, c'est ce qui nous a valu récemment le prix de l'ensemble des fournisseurs de services du monde. Ouais, parce que la SECNA a réussi là à faire quelque chose qu'on n'attendait pas avant 2032. C'est-à-dire tous les analystes spécialistes ont pensé que l'Afrique ne serait pas capable de le faire. Alors, voyez-vous donc l'intérêt pour nous, avec l'appui de l'OACI, avec l'appui de l'ensemble des directeurs généraux africains, de partager ces expériences, de sortir l'Afrique de son complexe de retard technologique. Un satellite, ce n'est absolument... Et il y a des talents pour cela. Oui. Voilà. Ajouter quelque chose là, oui. Parce qu'il a touché du point, vraiment quelque chose de très important. C'est vrai que personne n'avait pensé au espace, navigation par satellite. Et je peux vous dire qu'avec la navigation par satellite, c'est incroyable. Vous pouvez aller sur un terrain sommairement équipé, faire une percée ILS et se poser avec exactitude. Et c'est le lieu de saluer encore le directeur régional qui avait choisi le Togo pour lancer cette navigation espace par satellite. Et j'étais dans l'avion et j'ai vu, je suis pilote de ligne, vous savez bien, et c'est incroyable. Vous allez un terrain sommairement équipé, vous allez faire la percée, c'est-à-dire l'approche, hein, pour se poser comme si vous avez l'ILS. Ça, c'est le langage d'un pilote. Voilà. Si je peux renchérir dessus, c'est vous dire qu'il y a des normes et pratiques recommandées qui existent déjà, où il y a des besoins en infrastructure. Mais en même temps, il existe actuellement un plan mondial de navigation aérienne qui tire parti des évolutions technologiques et avec un calendrier. Donc le défi qui était apparent au départ, c'était de se synchroniser au calendrier mondial. Quelles sont les évolutions, les améliorations que nous voulons pour gérer les prévisions de capacité de croissance du trafic? Le trafic double tous les 15 ans. Et en même temps, l'espace n'étant pas extensible à l'infini, donc il faut des solutions pour que la navigation soit plus fine, avec des routes moins larges aujourd'hui, pour que la capacité évolue, mais en même temps la croissance, l'autre versant, est la gestion de la sécurité en même temps. Donc, par les échanges d'expériences, on peut voir des avancées, comme on vient de mentionner l'utilisation des techniques satellitaires pour guider la navigation, utiliser la navigation par satellite. Et on voit que dans le temps, les solutions qui sont disponibles, et je crois que je peux signaler que les partenaires des fournisseurs de services de navigation aérienne sont ici, vont partager avec nous les solutions que l'industrie a déjà préparées pour appuyer cette évolution progressive. Voilà. Alors, oui, M. Moussa, vous voulez... Oui, c'est pour dire donc que cette réunion elle est extrêmement importante. Le volet le plus important quand on a tous les Africains aujourd'hui, c'est effectivement de partager les expériences. Quelles sont les meilleures pratiques pour être sûr que vous utilisez le meilleur moyen pour assurer la sécurité. D'accord. En attendant ce partage d'expérience qui commence déjà de demain, nous allons voir comment se porte l'aviation civile au Togo. C'est à travers ce sujet et juste après on se retrouve au plateau. Un contrôle mal fait, c'est tout le système aéroportuaire qui en paie le prix. Le Togo ne veut laisser passer aucune faille aux activités illicites à l'aéroport. Pour un environnement sûr et sécurisé, l'aéroport international Gnassingbé Adéman fait de la sûreté une affaire de tous. Si un passager arrive ici dans ce poste, tout d'abord, ici on contrôle ces pièces là-bas, ces pièces d'identité, tout ce qui est vaccin,
Il arrive dans ce poste, alors il y a ça c'est le bac. On lui demande de se débarrasser de tout objet métallique. Alors, il va enlever sa montre, et tout ce qui est argent, les coins sur elle, les chaussures, et il met sur notre bande qui est là-bas. Donc, on va demander à la personne maintenant d'aller prendre sa température et il passe. À la direction de l'ANAC, Agence nationale de l'aviation civile, on table sur tout ce qu'il faut pour la relance effective du secteur qui n'en demeure pas moins frappé par la Covid-19. Parmi ces mesures, le centre d'isolement de l'aéroport a été revu et que le dispositif de transport d'urgence de malades suspects a été mis en place et que le centre de traitement du CHU Campus aussi a été érigé et renforcé. 2021 est décrété année de la culture de la sûreté par l'OACI. En la matière, l'on peut compter sur le Togo. Le pays a mis les garde-fous pour rendre professionnelle sa plateforme aéroportuaire. Les terroristes, pour arriver à leur fin, ils doivent se positionner à des endroits stratégiques dans l'emprise aéroportuaire, qui sont à même de pouvoir identifier ces zones et mettre en place un plan d'action pour atténuer le risque de ces attaques sur les aéroports. Elle a permis de rendre la République du Togo autonome dans le domaine de la sûreté et plus particulièrement dans la réduction des vulnérabilités face aux menaces solaires et sol-sol qui pèsent sur l'aviation civile. Depuis la réhabilitation de l'aéroport international de Lomé en 2016, plus de 2 millions de passagers y transitent annuellement. Je suis en train de me rendre à une business conférence au Congo, Congo-Brazzaville, et je suis en transit à Lomé. J'ai voyagé avec le vol Askai. Plutôt très satisfait. C'est ma première fois d'arriver à l'aéroport de Niassimbe. Les services et les gens ici sont très accueillants. Jusqu'ici, tout a été respecté. On s'est très bien occupé de nous. On nous a même permis de voyager avec des bouteilles de gel hydroalcoolique. Donc il n'y a rien à dire par rapport aux mesures barrières, par rapport à la sécurité à l'aéroport. Mes jeunes frères africains, je peux très bien les conseiller de voyager par l'aéroport Niassimbe de Lomé au Togo parce que les gens ici sont accueillants, le service y est et l'aéroport, il est très honnêtement, il est très propre. J'apprécie. C'est ma première fois ici et je trouve que c'est très beau et il y a la propriété. Et la sécurité, c'est vraiment au top, quoi. Et des fois, on a un peu peur, mais quand même, c'est quand même, comme on le dit, haute gamme. Voilà, et tout est bien contrôlé, et tout est minutieux, quoi. À la lettre, c'est-à-dire rien ne passe inaperçu ici. Et c'est vraiment très bien pour nous, pour notre sécurité. Et je trouve que l'aéroport est bien. Et ceux qui gèrent ça, ils gèrent très bien. La plateforme est justifiée par les grandes réformes entreprises ces dernières années. Objectif, faire du pays un hub régional à travers l'extension des capacités d'accueil. Des efforts récemment sanctionnés par plusieurs distinctions. Le Togo est devenu un hub dans l'Afrique de l'Ouest et c'est à toute la compagnie aérienne de supporter ce processus vers le hub africain dans l'Afrique de l'Ouest et de rassurer que nous allons investir. Le pays bénéficie d'une compagnie aérienne, Askai, qui sert de voie de transmission entre l'Est et l'Ouest de l'UEMOA. Des installations de dernière génération dont jouit l'aéroport de Lomé restent un atout pour le Togo sur divers plans. Un système qui est hautement numérisé et là je félicite le Togo parce que justement nous demandons, bien c'est la recommandation africaine, c'est qu'on essaie aussi de numériser le système et surtout pour tout ce qui est les cartes sanitaires, les tests et ainsi de suite à l'arrivée, au départ et les systèmes dans les aéroports. Donc là j'étais très agréablement surprise.
puisque j'ai vu un système très développé. La plateforme aéroportuaire va continuer de satisfaire les différentes compagnies présentes au Togo. Les autorités en charge de la gestion du secteur rassurent. L'audit de certification fait foi. Les résultats globaux donnés sont de 78%. Cela veut dire que l'exploitant a au moins 78% de conformité par rapport aux exigences réglementaires. Dès qu'un aérodrome est certifié, cela rassure donc les usagers. Les compagnies aériennes peuvent arriver à tout moment. Cela montre que l'exploitant d'aérodrome, bien l'aérodrome, a des installations, des équipements qui répondent aux normes en vigueur. L'ANAC s'est investi ces derniers temps pour rehausser le niveau de la sûreté. Les risques liés par exemple au manpad et les éléments constitutifs du système portatif de relance aérienne sont fréquemment passés à la loupe. L'aéroport international Gnassingbé Eyadema attire d'autres compagnies qui s'annoncent. En dépit de la pandémie, notre aéroport s'en tire plutôt bien. Au premier semestre 2021, le trafic passager a augmenté de 12,1% et le fret de 0,3%. Et nous voici de retour sur ce plateau. Ma question, c'est encore à vous, M. Prosper Zomito, directeur régional OACI Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. J'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a encore des pesanteurs qui pèsent, si je peux me répéter, sur la relance de ce secteur? Je dirais oui, mais je parlais tout à l'heure d'une éclaircie dans la situation qu'on vit depuis 2 ans. Il y a des raisons d'espérer. Je crois que le cas qu'on vient de voir, et on peut féliciter le Togo parce que nous travaillons au quotidien, des progrès qui se font dans la modernisation des installations, dans la conformité de ce qu'on vient de voir avec un accent sur la sûreté et la facilitation. C'est-à-dire que les aéroports doivent être sûrs. En même temps, on doit faciliter la circulation des biens et des personnes pour qu'on puisse se dire je quitte Lomé à 12 h et puis j'arrive à Dakar à 15 h. C'est un effort qui se fait malgré les défis qui se posaient. Et on voit la même tendance chez les fournisseurs de services de navigation aérienne, malgré les défis. Donc quand je dis oui, il y a des défis, mais en même temps, à partir du moment où ils sont identifiés, qu'on travaille ensemble, en jouant nos partitions dans nos rôles respectifs, on évolue. On évolue. La performance du Togo, elle est comparable à d'autres, même si dans certains domaines, sans flatterie, le Togo à un moment a mené la danse avant de se faire rattraper par d'autres. Donc il y a une émulation qui se fait, que nous promouvons à travers des campagnes d'évaluation des performances, desquelles nous déduisons des plans d'amélioration qu'on surveille de manière progressivement. Il y a un défi économique, il y a un défi financier parce que l'aviation coûte cher. Ça coûte cher pour les fournisseurs de services de navigation aérienne, pour les aéroports, pour les exploitants d'aéronefs et il y a des défis en termes de mobilisation des ressources qui sont nécessaires pour cela. Voilà. Mon colonel, pour la relance du secteur de l'aviation civile au Togo, on l'a vu, le Togo, ça sort, on va dire, pas mal ou bien. Bien sûr, on s'en sort bien. Je vous ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, on va aux États-Unis, ne va pas aux États-Unis celui qui veut. Il y a des normes à respecter. Et nous avons été l'objet d'un audit tout récemment, avec un taux de 91,5% de taux de satisfaction. Et c'est d'ailleurs pour ça que le 29 janvier 2018, le président a été fait par ses pairs champion du mutant. Et le mutant, c'est dans ce sens. Il faut mutualiser. Il faut enlever les atermoiements, surtout la 5e liberté. Vous savez, un avion qui part de A pour aller en C, en transitant par B, qu'est-ce qui se passe? L'avion, la compagnie arrive en B et les autorités de B disent non, vous ne prenez pas des passagers pour C. Dites-moi comment on va rentabiliser.
la compagnie va voler vide de B à C. Et ça, c'est pas bon. Donc, le MITA, c'est quoi? C'est le marché unique du transport aérien. Et comme je l'ai dit, j'ai eu l'honneur, j'étais à Nice, et c'est le chef de l'État qui a été fait champion du MITA. D'abord, le MITA, c'est quoi? C'est pour pouvoir... Ce n'est ni plus ni moins que l'application de la décision de Yamoussoukro qui traîne à longueur. Le directeur général a dit, il y a les atermoiements. Vous vous rendez compte que c'est en 2000, lors de la 36e réunion à l'époque de l'OUA, où il y a eu 36 chefs d'État, il était dit qu'à partir de 2000, 2 ans pour implémenter totalement la décision de Yamoussoukro. Mais il y a l'atermoiement, mais heureusement avec le MITA, au jour d'aujourd'hui, en 2018, nous étions 21. Sous le leadership du chef de l'État et son charisme, il faut le reconnaître, parce que je peux vous le dire, pour amener les États, il s'est investi personnellement avec des contacts bilatéraux avec ses collègues. Nous sommes passés de 21 États à 35, 14 États en moins de 3 ans. Et l'objectif du chef de l'État, c'est d'amener les 55 États à être partis, vraiment prendre part au MITA. Alors, quel est justement l'enjeu pour les pays d'adhérer au MITA? Il y a tous les avantages. Le directeur général a dit, d'abord, l'économie d'échelle. La possibilité d'offrir aux populations le choix de leur compagnie qui préfèrent voyager. La réduction des coûts. La formation des jeunes. L'embauche. Et la coopération entre les compagnies, ou le code sharing, ou les alliances. Voyez-vous, les compagnies qu'on dit compagnies du Nord se mettent ensemble, déjà elles sont grandes, elles se mettent ensemble pour devenir des méga compagnies. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on voit? Chacun veut avoir sa petite compagnie. Mais résistant, vous vous rendez compte, vous créez une compagnie avec 2 avions. L'avion que vous utilisez en panne et l'autre en révision, il n'y a plus de compagnie. Alors que si vous faites l'alliance, quand vous avez des problèmes, vous sollicitez la compagnie B, A et B, sont choses, la A a des problèmes, on l'appelle B qui va faire la mission. L'exemple le plus réussi, coopération sud-sud, c'est Askai avec Ethiopian. Askai ramène les passagers à Lomé, Ethiopian les prend et il continue sur Newark. Vous quittez le même jour, j'ai fait ce vol, vous quittez à Lomé à 11h30, après 9h40 sur un avion qu'on appelle Dreamliner, le 787, après 9h40 de vol, vous arrivez le même jour aux États-Unis, il est 18h. À cause du décalage horaire. Alors, si les avantages sont ainsi dégagés, qu'est-ce qui explique cette lenteur, ou du moins cette hésitation pour les pays d'adhérer au MITA, monsieur le directeur régional? Ça tient à beaucoup de facteurs. Le transport aérien, si vous voyez en Afrique, a eu des phases. Il y a eu des périodes florissantes. Il y a eu la grande période d'Air Afrique, compagnie intégrée, 11 à 13 compagnies, États. Expérience qui s'est terminée à un moment donné. Là, il fallait relancer. Et puis, il y a eu, à mon avis, un réflexe protectionniste à un moment donné. Parce qu'il fallait, à un certain moment donné, renoncer aux compagnies nationales, parce qu'on était dans la logique du pavillon, pour se fondre dans un ensemble où le marché est ouvert et où, dans la déclaration, la décision de Yamoussoukro, qu'il a mentionné, il y avait, c'est un peu les idées que développe le directeur général de la SECNA, mutualiser les moyens, partager, se mettre ensemble pour la maintenance, pour les chaînes d'approvisionnement, et ainsi de suite. Donc, mais ça avait échoué. Ça avait échoué, qu'est-ce qu'on peut dire, et d'où, 10 ans après, la décision, la déclaration. Il y a la déclaration de Yamoussoukro, et 11 ans après, on a donc eu la décision de Yamoussoukro. Et pour donner un souffle encore dans ce domaine-là, il y a, le colonel me corrigera peut-être, 6 ans de cela, qu'on a donc mis en place ce marché unique qui en fait l'a été pour accélérer la mise en œuvre
de Yamoussoukro, mettre en place un cadre réglementaire pour guider les États. Parce qu'au niveau de la réglementation économique, les règles de compétition, les problèmes de propriété, il y avait un certain nombre de critères qui manquaient pour guider les États et les accompagner dans la mise en place de l'environnement, un environnement qui soit propice au marché unique. Et en croisant ce qui est fait par le champion désigné, par ses pairs, pour la mise en œuvre de ce MITA, est-ce qu'on va dire qu'il y a de l'espoir en ce qui concerne l'adhésion des autres États? Je peux être très affirmatif par rapport à ça, parce qu'on voit le dynamisme au niveau du chef de l'État, champion de l'Union africaine, au niveau du ministère de tutelle, au niveau du colonel Lata, directeur général de l'ANAC Togo, qui se bat et on l'accompagne dans cela. La réunion que nous tenons cette semaine, qui commence demain, a justement un volet qui va mettre en exergue le rôle des fournisseurs de services pour accompagner le plan conjoint que la Commission de l'Union africaine, la Commission africaine de l'aviation civile, les États, les fournisseurs de services dans tous les domaines, tous les acteurs, pour accompagner, pour accélérer cette dynamique d'opérationnalisation du ciel unique. Oui. Monsieur Mohamed? Oui, bon, c'est une idée majeure, hein, le MITA. L'idée de base, c'est d'avoir ce qu'on a toujours rêvé d'avoir, c'est-à-dire un ciel unique africain. Et comme vous savez, en matière de transport aérien, il y a ce qu'on appelle les libertés de l'air. Il y avait donc des barrières de type institutionnel qui faisaient que des avions ne pouvaient pas aller n'importe où sans obtenir un certain nombre d'organisations. Donc c'était très fragmenté, c'était très réglementé et c'était rendu très complexe. D'où cette image que les chefs d'État au sein de l'Union africaine ont eue pour dire qu'il nous faut un ciel unique africain. Il faut que les libertés de l'air soient partagées pour qu'un avion puisse partir de n'importe quel coin de l'Afrique pour aller dans un autre coin de l'Afrique, ce qui ne se faisait pas, bien sûr, comme vous le savez, par le passé. Et donc cette idée de marché unique du transport aérien ne peut se concevoir que dans un contexte global de capacité de service de l'industrie du transport. Il faut que nous développons en Afrique des capacités industrielles, il faut que nous créions des système, comme l'a dit le colonel tout à l'heure, où des compagnies pourront partager, pourraient se constituer librement en Afrique et avoir toutes les libertés, comme on dit, de voler sur ce continent. Et c'est là que, par exemple, avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, la SECNA essaye de jouer sa partition, parce que c'est déjà un modèle d'intégration. Et ce modèle d'intégration que nous sommes aujourd'hui à 18, mais en réalité, c'est plus que 18, puisque la SECNA gère des espaces aériens d'autres pays qui ne sont pas membres. Et donc, c'est ce modèle qu'il faut développer et étendre sur les deux aspects de ciel unique. Le premier aspect, donc accordé à travers la convention que le Togo a réussi quand même à faire ratifier par déjà 35 pays, c'est extraordinaire, c'est très fort ce qui a été fait. Mais au-delà de cela, il faut que nous sachions que pour permettre la bonne exécution par les compagnies aériennes de transport sur le continent de manière complètement décomplexée et libérée, il faut de l'autre côté que le fournisseur de services, aussi africain, se mette d'accord pour se mettre dans la perspective d'un ciel unique aussi, pour assurer la sécurité. D'où le grand projet dont nous discuterons certainement au cours de cette réunion, d'un ciel unique pour l'Afrique en matière de gestion de sécurité. Vous voyez les films que vous venez de présenter, c'est un film extraordinaire. Il est concentré sur les capacités d'un pays à mettre en place tout ce qui est prévu en matière réglementaire pour qu'un aéroport donné puisse être reconnu par toutes les instances aéronautiques comme assurant la sûreté, en tout cas, tel qu'on l'a démontré ici. L'aspect sûreté est très bien pris en charge. Et c'est là que ça m'a beaucoup intéressé, parce que là, on voit l'apport de l'État. Chaque État, individuellement,
doit développer ses capacités sur ces plateformes. Et c'est le fait que tous les États développent leurs capacités de sûreté et des infrastructures aéroportuaires qui va permettre à l'Afrique demain de créer un réseau totalement différent de celui que nous connaissons en matière de transport aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit nord-sud, sud-nord. Non, avec le MUTA, c'est l'idée d'un développement de transport aérien sud-sud. C'est formidable de le faire. Et actuellement, à la SECNA, notre travail, nous, c'est de venir justement en renfort. Il faut que nous, en tant que fournisseurs de services de navigation aérienne africains, aujourd'hui, nous soyons capables de nous parler pour créer les conditions de sécurité de navigation aérienne qui couvrent la totalité de l'espace. Donc, c'est l'autre côté du marché unique du transport aérien. Et là, ça me plaît, ça m'a beaucoup plu tout à l'heure parce que la présentation s'est terminée par l'intervention de la commissaire au transport de l'Union africaine. C'est une pensée aujourd'hui qui est portée par les Africains. Nous avons vraiment des capacités de nous parler, nous avons des capacités de mutualiser, et à partir du moment où nous avons des chefs d'État qui se sont lancés dans cette perspective de créer des conditions d'une vision africaine. Un peu le MUTA, vous voyez, tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est que le MUTA. À part le MUTA, il y a la ZLECAF, il ne faut pas l'oublier. Vous voyez, la zone de libre-échange continentale. Et donc c'est pour cela que tout à l'heure le directeur régional de l'OACI a dit que la SECNA c'est une sorte de précurseur. Vous voyez, c'est le premier organisme du monde à qui on a délégué la gestion des espaces aériens qui relève du domaine de la souveraineté de chaque État. Aujourd'hui, notre espoir, c'est que l'idée d'un ciel unique africain soit portée par tous les Africains. Voyez-vous, et que nous soyons capables d'imaginer nous-mêmes ce que ça sera dans les plus brefs délais possibles. Puisqu'il faut qu'on prenne en charge, il faut que nous créions les conditions que le MUTA se réalise dans les meilleures conditions de sécurité de navigation. Alors, mon colonel, l'idée d'un ciel unique, que tout le monde rêve, est-ce qu'aujourd'hui, avec le MUTA, on va dire que les bases sont en train d'être posées à cet effet, avec le champion, le chef de l'État, qui incarne ce mécanisme? Oui, absolument. C'est l'agenda 2063 de l'UA. 2063. Je vais vous dire quelque chose. Les gens se demandent pourquoi le Togo. On a me posé la question. C'est parce que le chef de l'État, quand il a une responsabilité, il suit ça de bout en bout. Les comptes rendus lui sont faits régulièrement. Nous sommes venus d'Addis le 29 janvier. Déjà en mai, il y a eu la première réunion qui a été conduite à Lomé, où il y avait tout le monde, même vous étiez là. Donc, et ça, c'était pourquoi? Parce qu'il fallait mettre en même temps une structure au niveau du comité des ministériels pour le suivi de l'évolution du MUTA. Donc, en 3 ans, puisque c'était le 29, on est parti de 21 à 35, 14 pétards. Et son objectif, comme je vous l'ai dit, nous avons des décisions fermes tout le temps, c'est de continuer à avancer pour amener tous les États. Le salut, c'est la coopération, le code sharing entre les compagnies. Quand elles se mettent ensemble, il y a plusieurs possibilités, beaucoup d'avantages pour les voyageurs. Il y aura des possibilités d'offrir des billets à bas coût. Ça va développer le tourisme, ça va développer l'économie. Il y a l'embauche, on parle de plus de 300 000 emplois. Et puis l'économie déjà de près de 500 millions de dollars. Mais c'est vraiment une approche. Ensemble, nous serons forts, ça c'est sûr. Donc c'est dans cet objectif qu'on va pouvoir continuer. Et nous avons des initiatives par les institutions des chefs de l'État. Les 35 États qui sont déjà ensemble, qu'il y ait déjà une action qui relie les 35 par un OMOU. Et puis encourager les compagnies de ces 35 à commencer à se mettre ensemble. Et il y a des initiatives politiques que le chef de l'État suit pour pouvoir amener toujours. Je pense qu'on attend 6 autres États qui vont y arriver bientôt. Très prochainement, on va passer à 41 États. Et c'est le salut. En aéronautique, seul, vous allez disparaître, mais ensemble, vous serez forts. Alors, selon... Oui. Si vous permettez, oui. Mais vous savez que la mission du chef de l'État, c'est une mission essentielle. L'idée de base, pour parler à terre,
c'est d'ouvrir l'Afrique à l'Afrique. Vous comprenez que c'est un enjeu majeur. Et c'est un exploit extraordinaire que d'avoir réussi en 3 années, je dirais, à faire déjà ratifier par 35 pays. Donc aujourd'hui, l'espoir est grand. Et tout le monde croit que cette mission va être achevée dans les meilleurs délais possibles. C'est pour cela que nous, en tant que fournisseurs de navigation aérienne, fournisseurs de services, nous sommes pressés aussi de créer les conditions de relever les défis de cette Afrique qui s'ouvre à l'Afrique et donc capable de gérer. Vous savez que l'Afrique, c'est le plus grand continent. 33 millions de kilomètres carrés. Et il faut assurer la sécurité sur l'ensemble de ces 33 millions de kilomètres carrés. Et comme vous savez, en matière de sécurité, il n'y a pas de pourcentage. C'est 100%. Il n'y a pas d'autre recours. La sécurité doit être 100%. Donc vous imaginez la relation qu'il faut et la force qu'il faut au continent de créer des modules, donc des compagnies capables d'assurer le développement économique de ce continent. Grâce à ces marchés uniques de transport aérien, l'Afrique est capable de poser des perspectives économiques majeures et de créer donc des passerelles avec des autres continents, mais très bien maîtrisées. Et également, ça va développer chez les Africains la volonté de créer, d'avoir des capacités industrielles, parce qu'on ne va quand même pas toujours acheter les avions ailleurs. Voyez-vous? Donc c'est un enjeu majeur, c'est un rôle formidable et extraordinaire qu'on a confié au président du Togo. Nous comptons sur lui pour que justement l'Afrique en matière d'aviation se pose en challenger, je dirais, de tous les autres continents. C'est un rôle majeur, en tout cas en ce qui concerne la SECNA, et je remercie au passage son Excellence Monsieur le Président de la République pour chaque fois sa porte m'est restée ouverte pour des échanges. Et c'est l'occasion aussi de dire que le film que nous avons vu tout à l'heure, c'est un film dont les gens ne perçoivent pas forcément la portée. Faire aujourd'hui qu'un avion puisse décoller d'un aéroport pour aller dans n'importe quelle ville, je dirais au moins 3 ou 4 villes des États-Unis, ça n'existe pas beaucoup. En tout cas pas en Afrique. Voyez-vous? Et donc le Togo pour nous aujourd'hui, c'est une source qui démontre que nous sommes capables dans la zone de nos compétences, de l'Afrique de l'Ouest en particulier, et donc de l'Afrique centrale également, puisque vous êtes aussi un hub où les compagnies aériennes des autres, telles que la Guinée équatoriale et tous ces pays, le Cameroun, tous ces pays qui ont des avions, ils convergent tous sur Lomé pour aller à Washington ou pour aller à New York. Comme il l'avait dit tout à l'heure, ce n'est pas de n'importe quel aéroport que vous pouvez décoller pour aller dans ces endroits-là. Donc j'encourage beaucoup, c'est l'occasion pour moi de continuer à encourager le Togo, à porter ses flambeaux de l'excellence, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est eux qui délivrent le diplôme pour ça. Et justement, parlant des perspectives économiques, selon les prévisions, l'Afrique serait le 2e marché de l'aviation en termes de croissance d'ici à 2037. Est-ce que cette prévision est-elle atteignable? Elle est atteignable sous condition. C'est-à-dire que le chiffre que vous mentionnez, c'était en accord avec nos prévisions jusqu'en 2019. Après, on a eu l'effet Covid-19 et on observe une reprise qui permet d'espérer qu'il peut y avoir un glissement, mais crescendo. Dans le temps, on peut arriver à ce niveau-là. Justement avec un marché unique, vous venez de rappeler la zone de libre-échange économique, donc ça va certainement créer des conditions d'une croissance du trafic aérien intra-africain et bien sûr les échanges avec l'extérieur, puisque l'Afrique est un grand marché sur plusieurs aspects, comme vous le savez. L'Afrique est le plus grand marché. Tout le monde s'intéresse à l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouvent les matières premières. C'est très clair. Nous, par exemple, actuellement, les technologies spatiales que nous développons là, c'est parce que nous avons
pris en charge l'idée justement du marché unique de transport aérien, mais également l'idée que de plus en plus l'Afrique sera capable de produire, et donc tous ces produits, il faut bien qu'ils soient transportés quelque part. Voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, l'enjeu pour nous déjà, à l'heure où je vous parle, c'est d'être capable de multiplier la capacité de notre espace au minimum par 5 dans les 4 prochaines années. N'eût été le Covid qui a ralenti le système, nous allions être pris de court, parce que pratiquement, c'est comme on dit, en Afrique, ça double à peu près tous les 15 ans. Voilà, et dans le monde entier. Mais on sait que le taux de développement du transport aérien, c'est celui en Afrique qui est le plus en pointe. Donc nous avons une mission, nos États, nos régulateurs en particulier, ont un rôle essentiel, mais le rôle invisible, comme j'ai dit tout à l'heure, celui d'un organisme comme la SECNA, est essentiel, parce que c'est la partie qui permet de se relier les uns aux autres. Vous voyez, nous, notre rôle intervient où et quand? C'est à partir du moment où l'avion commence à rouler sur la piste, là, sur le parking, pardon. C'est là seulement que nous intervenons. Ailleurs, ce n'est pas notre affaire. C'est leur affaire à eux, les gestionnaires d'aéroports, etc. Mais dès que l'avion commence à rouler, qu'il arrive sur la piste, qu'il décolle, qu'il reste dans l'espace jusqu'à ce qu'il arrive à son point de destination, qu'il roule jusqu'au prochain. C'est là où il y a des hommes et des femmes qui assurent la sécurité et qui ne sont pas visibles en réalité. Très souvent, on oublie cette portion-là. On parle de sécurité, mais on ne sait pas que ce sont des hommes et des femmes presque dans l'ombre. Le seul point visible chez nous, c'est la tour de contrôle. Là, au moins, sur chaque aéroport, quand on arrive, on sait qu'il y a quelqu'un là-bas et qui fait un boulot. Mais en réalité, derrière ce quelqu'un, c'est toute une multitude de capacités techniques, d'ingénierie qui sont mises en place. Et là, à l'heure actuelle, en tout cas dans la zone à SECNA, nous n'avons pratiquement plus rien à envier aux autres continents, parce que le colonel vient de le rappeler. Nous avons conduit la première expérience de navigation par satellite ici, et je peux vous dire que ce sont des capacités 100% africaines. Le satellite qu'on a utilisé, c'est un satellite du Nigeria, niche comme ça. Vous voyez, et on a démontré qu'il est capable en Afrique, en utilisant un satellite africain, de faire naviguer des avions de manière sûre et sécurisée, même sur une piste. Si vous avez sans aucun équipement, un avion peut atterrir dans les meilleures conditions de sécurité. Et cette mission, je pense qu'elle est essentielle pour compléter cette volonté politique de créer un marché. L'Afrique n'était pas un marché pour elle-même. Vous voyez, derrière la ZLECAf se trouve une volonté politique de nos chefs d'État de développer notre continent. Derrière le marché unique du transport aérien se trouve la volonté d'ouvrir l'Afrique à l'Afrique. Et derrière la volonté que les chefs d'État, en tout cas des États membres de la SECNA, ont mis à la SECNA, c'est de dire allez-y, faites-nous un système coopératif capable de couvrir d'abord bien sûr les États membres et les autres États qui veulent bien nous confier nos espaces, mais il faut qu'il y ait ce souffle comme pour le marché unique de transport aérien pour que l'Afrique se dise il est peut-être grand temps de sortir des schémas du type régionaux pour aller vers un schéma africain. Et ça, c'est l'essentiel de ce que nous allons partager avec tous les Africains à partir de demain, ici à Lomé, grâce justement à l'OAC qui est le co-organisateur de cette réunion avec la SECNA. Et, oui. Voilà. Et sûrement demain, vous aurez aussi à plancher sans doute sur cet aspect, cette question qui revient fréquemment avec les voyageurs qui estiment que les coûts des billets sont de plus en plus élevés. D'abord, est-ce que vous partagez cela? Et est-ce qu'il y a des facteurs qui expliquent ce coût quelque peu élevé? Bon, d'abord, vous, mon colonel. C'est pour ça que le MUTAN est vraiment l'organisation qui est très très souhaitée, parce que quand on se mettra ensemble, comme l'a dit le directeur régional, on va avoir des standards de révision, des standards communs. Il dit quand vous êtes nombreux, ça va diminuer. Et puis, bon, il y a ça, le fait de faire du code sharing. Je vous donne un exemple. Un avion qui va, par exemple, de Lomé, Cotonou, Dakar. Si vous êtes en code sharing avec une autre compagnie,
L'avion qui va de Lomé à Dakar, si au départ, Lomé à Cotonou d'abord, s'il voit qu'il n'a pas assez de passagers, au lieu de voyager vide pour aller à Cotonou, il partit vide pour chose. L'avion vide ou pas, au plein, il consommera toujours la même quantité. Et vous allez payer de l'argent et vous ne rentabilisez pas. Alors, avec le fait qu'on ne rentabilise pas, les gens sont tentés à faire des impasses techniques. Et ça débouche sur les accidents. Ça, c'est très, très mauvais. Et puis, quand les gens ne rentabilisent pas, comment il faut faire? Il faut augmenter les prix pour que les voyageurs... Non, c'est pas ça. Justement, c'est pas ça. C'est se mettre ensemble pour minimiser les prix et offrir la possibilité aux voyageurs de choisir en réduisant les prix. Parce que vous êtes ensemble, vous avez réduit le coût. Naturellement, le coût devient moins cher. Et prions aussi que les prix du carburant ne flambent pas trop. C'est aussi un levier sur lequel il faudrait s'appuyer. Voilà, donc nous compatissons. Et justement, cette réunion de Lomé, elle est très capitale. C'est pour embrasser tous les domaines, pour offrir plus de possibilités aux voyageurs de voyager dans de très bonnes conditions de sécurité, avec un coût bas. Voilà. Alors, l'OACI, dans son rôle de régulateur, est-ce que, justement, elle tient compte de cet aspect des voyageurs qui se plaignent de plus en plus par rapport au coût du billet? Bien sûr que c'est une préoccupation que nous partageons, parce que tout à l'heure, je mentionnais la connectivité qui est l'un des objectifs aussi du MUTA. Par la connectivité, je vous prends un exemple. Je quitte Dakar pour Freetown. Si j'avais un vol direct, ça me ferait 3 heures de vol. Mais je dois quitter Dakar, aller à Casablanca, attendre 6 heures pour arriver à Freetown entre 12 et 16 heures après. Vous voyez? Donc le passager, au lieu de payer, toutes choses égales par ailleurs, mais au lieu de payer pour 3 heures, il va payer parce que les coûts se répercutent là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on est engagé auprès des fournisseurs de services, des autorités d'aviation civile, de toute l'industrie, pour accélérer, pour soutenir la dynamique de SATEM, moi je dis MUTA en anglais, pour arriver à tous les avantages qui sont escomptés, que le colonel Lata, DG de l'ANAC, a énuméré tout à l'heure. Il y a d'ailleurs une étude qui a été faite d'abord générale pour 12 États. Maintenant, on dispose d'une étude pour chacun des États. Je crois que c'est déjà bouclé, pratiquement fini, qui permet de mieux discuter avec les États individuels et débloquer ceux qui, jusqu'à présent, ont fait preuve de réticence ou de scepticisme. Voilà, et on espère que de la réunion de Lomé vont sortir beaucoup de décisions qui vont surtout aller à l'avantage des clients, des voyageurs. Alors, oui, et là, vous prenez la parole pour votre mot de la fin, justement, puisque nous tirons à la fin. Non, la réunion de Lomé, ça va relancer, ça va redonner de l'espoir. Nous étions sur une lancée il y a quelques années, dans cet esprit d'aller vers un ciel unique africain, dans l'esprit d'aller vers plus d'intégration, dans l'espoir d'aller vers plus de coopération entre les opérateurs africains. Et donc nous avons bon espoir que la réunion de Lomé va renforcer cette volonté africaine d'être capable de construire ensemble et de créer ensemble les conditions d'un développement économique harmonisé. Harmoniser, c'était extrêmement important, et consensuel. Ça aussi, c'est extrêmement important. Il faut que les plus grands comprennent que les petits aussi ont besoin de grandir. Et il n'y a pas de petits en matière de terre. Vous pouvez avoir le plus petit pays du monde, mais ça peut être celui qui renferme le plus grand nombre de richesses. Exactement. Donc nous avons besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Merci à vous, Monsieur Moussa Mohamed, DG de l'ASECNA. Merci d'être passé dans cette émission spéciale. Vous, le colonel Nyata, votre mot de la fin?
Bien, le mot de la fin, c'est je voudrais saluer tous ceux qui sont venus à Lomé, qui ont fait le déplacement de Lomé, en commençant par le directeur régional de l'OACI, le DG de la SEGNA que nous connaissons, et tous les autres pays fournisseurs de services. Et rappeler qu'au-delà de ces fournisseurs de services, il y a vraiment le MUTA. Et c'est vraiment l'agenda 2063 que nous vraiment devons implémenter sous le leadership du chef de l'État. Merci. Merci beaucoup, mon colonel. Oui, monsieur le directeur régional, Prosper Zomito, votre mot de la fête. Merci beaucoup pour l'opportunité, déjà. Je voudrais rejoindre M. Moussa Mohamed pour remercier les autorités togolaises d'avoir favorisé la tenue de cette réunion en présentiel. La sécurité n'a pas de prix. La sûreté qu'on a vue, c'est la sécurité de la sécurité. Ça n'a pas de prix. Nous avons aujourd'hui autour de 12 000 normes que tous les États, les 193 membres de l'OACI doivent mettre en œuvre. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais il y a des pays qui ont plus de capacités que d'autres. Il vient de le dire, il n'y a même pas de petits pays, c'est ensemble qu'on réussit à s'en sortir. Donc l'idéal, c'est la valeur asymptotique de 100% de sécurité. Ça n'existe pas, mais on croit qu'on peut le faire, et c'est ça qui nous tire vers le haut. Et je crois que la réunion va remplir nos attentes, parce que le taux de mobilisation avant cette émission, nous avions déjà au moins 100 participants qui se sont inscrits. 150 actuellement, on a 100. Oui, ça explique l'intérêt, l'importance de l'enjeu et à la hauteur des attentes. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'être passés dans cette émission. C'est la fin de ce numéro spécial consacré à la réunion des fournisseurs de services de navigation aérienne en Afrique. C'est la fin justement de l'émission. Portez-vous bien pour la prochaine fois. Au revoir. Merci.